Pensée du jour numéro 221. Qu'est-ce qu'un sprinter de 100 mètres et un marathonien ont en commun? Ça va être le sujet de la petite pensée du jour. Avant d'attaquer ça, petit update concernant le séminaire du 26 mai qui se passera à Triboc CrossFit à Brumath en Alsace, un quart d'heure au nord de Strasbourg. Je vais certainement ouvrir 3 places de plus pour les bike erg parce qu'à l'heure actuelle, les 12 places de bike erg sont occupées, sont prises, mais on a réussi à déceler un bike de plus. Donc, je vais pouvoir ouvrir 3 places supplémentaires. Si tu es intéressé à t'inscrire avec la modalité bike erg, n'hésite pas à me faire signe dans les commentaires. Comme ça, je peux te donner le lien directement dès que j'ai ouvert les 3 places de plus pour que tu puisses en bénéficier rapidement. Ça, c'est la première chose. Et donc, on attaque la pensée du jour. Donc, quel est le point commun entre un sprinter de 100 mètres et un marathonien? Déjà, avant que je réponde, ce serait intéressant d'avoir ton avis. À ton avis, quel est leur point commun? Alors, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul. Donc, c'est pas nécessaire de trouver celui dont je vais parler aujourd'hui, mais je serais intéressé d'avoir ton avis. Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, mets pause, va dans les commentaires et dis-moi d'après toi, qu'est-ce que ces deux types d'athlètes ont en commun? Une qualité qu'ils doivent tous les deux posséder et qui est une qualité qui est déterminante pour leur performance dans ces deux disciplines, ainsi que toutes les disciplines qui se trouvent entre les deux et même plus loin. La seule discipline, je dirais presque, qui, si on parle de coureur ici, bien sûr, mais on parle bien sûr d'un domaine temporel aussi, euh, la seule discipline où cette idée ne s'appliquerait pas, à mon avis, c'est celle du 60 mètres sprint. Donc un sprint très très court. Mais pour toutes les autres disciplines au-delà du 60 mètres, eh ben, à mon avis, c'est une qualité physique qui est extrêmement importante. Donc pose la vidéo, va dans les commentaires et dis-moi ce que tu en penses. Quelle est la qualité fondamentalement importante que ces deux athlètes doivent posséder? La réponse, c'est la résistance à la fatigue. Je m'explique. Un coureur de 100 mètres, même Usain Bolt, à son pic de forme, quand il établit le record du monde du 100 mètres à Berlin, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs années de ça, même Usain Bolt n'accélère pas sur la longueur des 100 mètres. On pense que le 100 mètres, c'est la discipline reine, si on veut, des sprints courts. Euh, Beaucoup de monde pense que voilà, c'est la vitesse pure. Ben non, c'est pas de la vitesse pure. C'est pour ça que je parlais du 60 mètres avant. À 60 mètres, eh ben, tu as quasiment que l'accélération qui vient jouer par rapport à ton résultat. Accélération, vitesse maxi. Tu n'atteins même pas ta vitesse maximale. Les meilleurs sprinters n'atteignent même pas leur vitesse maximale sur un 60 mètres. Bien sûr, si tu es à un niveau qui est plus bas ou si tu es plus jeune, tu vas atteindre ta vitesse max plus tôt dans un sprint, alors que plus le niveau de l'athlète augmente en sprint et plus il va atteindre sa vitesse maximale tard dans son sprint. Donc plus il va avoir une accélération qui est longue. Et donc même Usain Bolt, qui atteint sa vitesse maximale, si je ne me trompe pas, entre 70 et 80 mètres, c'est peut-être même à la marque des 80 mètres, même, je ne sais pas si on a les valeurs mètre par mètre en termes de vitesse, mais je sais qu'on a les segments de 5 et 10 mètres, ça c'est sûr. Donc voilà, même Usain Bolt en pic de forme, il atteint sa vitesse maximale autour des 80 mètres, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il faut résister à la fatigue et il faut décélérer le moins vite possible. Et ça, tu le vois avec d'autres sprinters qui atteignent leur vitesse maximale plus tôt. Et alors, l'illusion d'optique quand tu regardes un sprint, c'est que, eh ben, il y en a qui courent plus vite que d'autres à la fin, sur les 20 derniers mètres, par exemple. Ah, lui, il continue à accélérer ou ah, lui, il réaccélère. Non, ils sont tous en train de décélérer. Ils sont tous en train de décélérer. Il y en a certains, simplement certains qui décélèrent plus vite que d'autres. Et donc, c'est celui qui décélère le moins vite. Et bien sûr, il n'y a pas que ça qui compte. Si tu n'as pas une bonne accélération, si tu n'as pas une grosse vitesse de pointe et un très bon départ,
eh ben, c'est clair que ça va avoir un impact sur ton résultat de fin. Donc peut-être que sur les disciplines que j'ai citées, le 100 mètres, c'est la discipline où la résistance à la fatigue a peut-être le moins d'impact sur le résultat final, mais ensuite, plus tu augmentes tes distances de course, tes temps d'effort, et plus la résistance à la fatigue devient un facteur important. Mais même sur le 100 mètres, eh ben, si on parle en pourcentage de distance parcourue, eh ben, pour la plupart des sprinteurs au plus haut niveau, les 30 derniers mètres, c'est de la résistance à la fatigue. On appelle ça de la vitesse endurance, speed endurance. Et donc, c'est cette portion-là qui te permet de maintenir une vitesse élevée pour le plus longtemps possible. Au même titre que pour un marathonien, eh ben, être résistant à la fatigue et pouvoir maintenir une vitesse élevée, très élevée même pour les meilleurs, pendant plus de 2 heures, eh ben, c'est fondamental pour réussir, pour atteindre des bons résultats en marathon. Et encore une fois, toutes les disciplines entre les deux euh, fonctionnent avec le même raisonnement. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est même une analogie qu'on peut étendre sur, par exemple, l'haltérophilie, dans un contexte un petit peu différent, pas nécessairement celui de la compétition, parce que je pense que ce serait difficile d'argumenter qu'il y ait une fatigue conséquente qui s'accumule sur quelques secondes, étant donné que c'est vraiment le temps d'effort qui... Alors, ça dépend du lever, mais sur un arraché, c'est un mouvement qui dure peut-être 3 à 6 secondes au maximum. On aura de la peine à argumenter qu'il y a un élément de fatigue. Par contre, qu'est-ce qu'on sait? Et ça, je trouve intéressant parce qu'on le retrouve autant dans les sports d'endurance, autant dans les sports de force. Eh ben, le tonnage par année, le nombre de kilos que tu soulèves par année est hautement corrélé avec tes performances en compétition. Tout comme pour les athlètes en sport d'endurance, ton volume d'entraînement est hautement corrélé avec tes performances en course et d'autant plus ton volume d'entraînement à basse intensité pour les sports d'endurance. Mais donc même pour les haltérophiles, c'est pas du coup dans le moment de la compétition que cette fatigue est importante, cette résistance à la fatigue est importante, mais par contre dans le processus d'entraînement qui va faire que tu peux soulever plus de charges plus souvent que les autres, et ben là, on a un aspect de résistance à la fatigue considérable, qui est considérable. Et donc cette qualité de résistance à la fatigue, elle est extrêmement importante, peu importe la discipline dans laquelle tu participes. Et si tu souhaites continuer à progresser, et si tu souhaites continuer à aller vers le maximum de ton potentiel génétique, eh ben, tu te dois de prendre cette qualité physique au sérieux, peu importe ton sport, et continuer à la développer. Et c'est clair qu'un marathonien ne développe pas sa résistance à la fatigue de la même manière qu'un sprinter de 100 mètres. Le sprinter de 100 mètres, eh ben, de par le principe de spécificité, va devoir recruter certaines unités motrices, certains types de fibres musculaires pour produire son effort, et donc va devoir avoir une résistance à la fatigue considérable euh, au sein de ces fibres musculaires, si on veut parler comme ça. Et donc du travail à 85, 87, 80, pardon, 90, 90, 92% de vitesse, et ben au final, plus tu peux accumuler de répétitions de haute qualité, bien sûr, parce qu'on connaît l'importance de la composante technique d'un sprint, et ben plus tu vas pouvoir développer cette résistance à la fatigue. Et il y a bien sûr d'autres types d'intervalles de courses qui sont effectués par les sprinters pour développer cette résistance à la fatigue, autant sur la fin de course, autant sur la tolérance de la charge d'entraînement. Alors qu'un athlète en sport d'endurance, eh ben, il va privilégier du volume en zone 1, zone 2, dans un modèle à 5 ou plus de zones. Et un haltérophile, eh ben, il va privilégier en pré-saison très certainement du volume de travail type hypertrophique pour se donner la plus grande base possible. Hein. On parle toujours de base. Et cette endurance fondamentale, elle peut s'argumenter à plusieurs niveaux. Ce n'est pas juste au niveau du cardio, entre guillemets, ou du conditionnement, mais donner cette base pour ensuite
et pour ensuite ajouter la couche de l'entraînement spécifique pour ensuite performer au plus haut niveau dans ton sport. Les tempo runs qui ont été popularisés par Charlie Francis pour les sprinters, et ben là aussi, on peut accumuler des volumes de courses qui sont conséquents dans un format intermittent. À mon avis, c'est une méthode d'entraînement qui est extrêmement intéressante pour les sports intermittents, le foot, le rugby, une méthode de conditionnement non continu, donc qui reflète peut-être un petit peu plus les demandes du jeu, qui reflète aussi plus étroitement les vitesses qu'on va retrouver pendant les compétitions. Et donc tout ça, c'est un travail qui permet, c'est un travail de fondation qui permet d'augmenter ta résistance à la fatigue, d'augmenter ta résistance à la charge d'entraînement et donc de te donner les moyens de t'entraîner dur, fort et longtemps pour ensuite performer au plus haut niveau. Donc ne néglige pas la résistance à la fatigue, c'est une qualité athlétique qui est extrêmement importante et ça passe pas toujours par les entraînements qui sont les plus sexy et les plus chouettes à faire. La zone 2, c'est pas la plus chouette, c'est pas la plus chouette à faire pour un athlète en sport d'endurance. Le bodybuilding, c'est peut-être pas le truc qu'un haltérophile veut faire en hors saison. Ok, les tempo runs et tout travail sous maximal, c'est peut-être pas le travail qui attire le sprinter vers sa discipline. Même si bien sûr il y a des différences dans toutes ces différentes facettes du monde athlétique. D'accord? Mais ne néglige pas ce travail sous-maximal qui te permet ensuite d'être plus résistant à la fatigue et ensuite de performer dans ton sport. Ok, il y a 2 degrés de séparation entre ce travail de fond et tes performances sportives. Et entre deux, tu as le travail spécifique qui te permet de réaliser ce potentiel que tu as construit grâce à ta résistance à la fatigue. Voilà, c'est tout pour la pensée du jour. Si tu avais déjà mis un commentaire, mets-en moi un deuxième. Dis-moi si tu avais deviné juste. Si pas, qu'est-ce que tu penses de cette pensée du jour? Si tu n'avais pas encore laissé un commentaire, pause la vidéo, va laisser un commentaire. Laisse-moi un petit like aussi si tu as apprécié le contenu comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis. Reste branché pour plein de bons podcasts qui vont tomber prochainement, des pensées du jour qui vont continuer à arriver. Quoi qu'il arrive, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.